s'endetter au-delà de leurs possibilités. Et surtout, c'est presque un guet-apens qui a été tendu au ménage. Le crédit devait s'étendre sur 25 ans. Pendant les 2 premières années, le taux était fixe et très faible pour inciter les gens. Et pendant les 25 années, le taux était variable et changeable en fonction de celui de la Banque fédérale de réserve, Banque centrale. Et ça a été la catastrophe. Un renversement de tendance. 3 millions, vous entendez, 3 millions de ménages américains ont été dans l'incapacité de rembourser leurs dettes et donc mis à la porte par le système bancaire et financier. Et ça va laisser des traces pendant des générations et des générations, parce qu'il y a des gens qui sont suicidés, des gens qui meurent, et j'en passe et j'en passe. Alors maintenant, je ne voudrais pas m'étendre longtemps sur les conséquences économiques et sociales de la crise, je pense que tout le monde le connaît. Je voudrais d'abord répondre à 2 questions. Est-ce que la crise actuelle peut reproduire la crise des années 30, 1920? Moi, je réponds tout de suite non, pour 2 raisons fondamentales. Pendant les années 30, l'économie mondiale pouvait être comparée à un nain. C'est pas grand-chose pour 1929. Et un nain est très fragile. Il ne peut pas résister aux forces extérieures. En revanche, en 2008, et actuellement, l'économie mondiale peut être comparée à un éléphant. Et un éléphant a une rapace qui lui permet de résister à toutes les attaques extérieures. C'est vrai que lorsque les éléphants tombent, c'est très difficile de le relever. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais je ne crois pas que la crise actuelle puisse conduire à une situation analogue à celle de 1929. Premièrement. Deuxièmement, en 1929, il y a une erreur tragique qui a été commise, parce qu'à l'époque, le monde n'avait pas d'expertise et d'expérience. Dès que la crise s'est déclenchée, chaque pays a mis en place ce qu'on appelle une politique autarcique. C'est-à-dire, il s'est protégé du monde extérieur en achetant le minimum et en vendant ce qu'il peut le maximum. Et cette politique autarcique a été génératrice de la crise à l'échelle de la planète et son aggravation. 2008, tous les responsables de la planète, dans leur déclaration, ont souligné qu'il ne fallait surtout pas commettre de nouveau cette erreur tragique, car l'autarcie, c'est la guerre, disait-il. Donc, je ne crois pas pour ma part qu'on puisse retourner à la situation de 1929. Deuxième question, et après je reviens au Maroc, parce que la crise concerne le Maroc aussi. Est-ce que cette crise exerce une menace sur l'Union européenne et la disparition de l'euro? Parce que beaucoup d'articles dans les journaux, les analyses dans la télévision, la presse, etc., ont dit que l'euro va disparaître. Je ne crois pas une fraction de seconde pour ma part que l'euro est menacé de disparition. Pour plusieurs raisons. Première raison, moi je considère que la création du marché commun en 1952, ensuite l'Union européenne, constitue l'un des plus grands miracles de la deuxième moitié du XXe siècle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit l'histoire de l'Europe, on se rend compte que cette Europe a connu beaucoup de tragédies, beaucoup de guerres, et les Européens ont réussi à transcender, à dépasser toutes ces tragédies pour créer un ensemble économique le plus égal de la planète. Ils n'ont aucune envie de perdre tous les sacrifices qu'ils ont consentis pendant 60 ans. Deuxièmement, les 2 pays leaders, la France et l'Allemagne, pour le nom, quelquefois ils peuvent avoir des produits différents, mais les 2 pays leaders ont déclaré, et pas seulement déclaré, appliqué dans le fait, dans la politique, que l'euro, l'Union européenne et l'euro doivent être maintenus. Troisièmement, les pays émergents, surtout la Chine, a entre 35 et presque 40% de réserves extérieures
qu'on ouvre. Elle n'a aucun intérêt à ce que l'euro disparaisse. L'Amérique non plus n'a aucun intérêt à ce que l'euro disparaisse parce que ça peut créer un déséquilibre profond à l'échelle de la planète. Maintenant, la crise et le Maroc. Bien, je crois que, à cet égard, on peut dire que le Maroc a opposé une grande résilience à la crise de première phase, et ceci pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y avait des projets structurants qui avaient été inaugurés avant le déclenchement de la crise, et leur financement a été déjà prévu. Donc, ces grands projets ont permis de constituer un support à la croissance économique qui est entre 5 et 6% pendant les premières années de la crise. Cela dit au fait que ces projets ont été annoncés, inaugurés, que le financement a été prévu. Deuxièmement, l'économie marocaine est une économie relativement diversifiée. Par exemple, un certain nombre de pays, je ne cite pas de nom, 97% de les exportations sont des hydrocarbures, gaz et pétrole. Au Maroc, on a une agriculture, on a un secteur industriel relativement, les services, le tourisme, donc relativement diversifié. Mais il ne faut pas se notre illusion. Le Maroc commence et va être de plus en plus touché par la crise. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'économie marocaine est totalement impliquée dans l'économie internationale. Les accords de libre-échange ont été conclus avec les États-Unis, les pays du Moyen-Orient, la Turquie, d'autres encore. Deuxièmement, notre partenaire principal, l'Union européenne, 75% de nos échanges extérieurs se font avec l'Union européenne. Alors cet ensemble économique est en crise grave. Et donc ça ne peut pas avoir d'impact sur le monde. Deuxièmement, nous avons un secteur de tourisme qui est prometteur, qui administre la preuve de ses capacités. Mais lorsque la crise sévit dans les pays d'Europe, c'est un principaux clients, eh bien, le tourisme et le voyage extérieur, ce n'est pas la priorité des ménages. Et donc, le tourisme a déjà diminué. Et de mon point de vue, s'il n'y a pas une reprise économique ailleurs, nous allons souffrir par davantage. Il y a un autre atout du système bancaire marocain, c'est que, pourquoi il n'a pas subi l'impact de la crise financière internationale, c'est parce que les opérations liées en devises sur le marché boursier, sur le marché de la finance marocaine, ne représentent que 2%. D'une part. D'autre part, les banques marocaines sont soumises à un contrôle étroit de la part de la Banque centrale. Il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Certains disent que c'est une atteinte à la liberté. Moi, je crois que dans la situation actuelle, c'est une excellente chose. Mais je crois très sincèrement que, j'en parle en connaissance de cause, que comparé à d'autres systèmes bancaires à l'échelle du pays du tiers-monde, le système bancaire marocain est un système très viable. Les banques gagnent de l'argent, elles développent leur réseau d'agences, et ces performances sont dues, de mon point de vue, à deux choses. Premièrement, il y a à l'échelle, à la tête des banques, des managers qui sont capables de comprendre le monde moderne. Et deuxièmement, les banques consacrent plus de 10% de la masse salariale à la formation de leurs ressources humaines. Alors, dans le monde moderne, les ressources humaines constituent le principal atout pour réussir ou échouer dans son entreprise. Voilà donc quelques mots pour ce Maroc. Je serais très heureux de répondre aux questions que vous avez posées tout à l'heure, mais maintenant je voudrais parler très rapidement, parce que on a parlé trop, très rapidement de ce qui va se passer dans l'avenir. Je crois que la crise actuelle a accentué une tendance qui existe déjà. Donc le monde est en train de changer. Nous allons dans les prochaines années assister à une nouvelle redistribution des cadres.
occidentaux, pardon, l'Amérique, l'Europe, eh bien, la croissance ou nulle ou 0,0 je ne sais pas combien. Vous avez des pays comme l'Inde, la Chine, même si on Chine c'est un peu, comme le Brésil, la Turquie, la Malaisie, l'Indonésie, des pays qui ont juste des taux de croissance à 2 chiffres. Donc, nous allons dans les prochaines années assister à l'émergence de ce que je pourrais appeler un monde multipolaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde unipolaire. C'est le dollar. Le reste, ça n'existe pas. L'euro un peu, mais c'est pas grave. Un monde multipolaire. Les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, le Japon, l'Inde, le Brésil. Ce monde multipolaire va exister pendant un certain temps. Je ne suis pas capable de fixer le délai. Mais dans les prochaines décennies, nous allons assister à la création de 3 grands blocs. Car les profondes mutations qui s'étaient produites au cours des dernières années ont démontré que sur le plan économique, l'avenir appartient aux ensembles économiques. Le premier bloc est constitué par l'Amérique, de l'Alaska à la Terre de Feu, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Bien sûr, vous direz qu'il y a des incompatibilités, pour Chavez, mais lorsque l'intérêt national d'un pays, déterminant, tout le reste peut être transcendé. Deuxième bloc, c'est l'Asie. C'est un bloc qui inclura à la fois la Chine, l'Inde, le Japon et tout le reste de l'Asie. Là aussi, vous me direz qu'il y a le communisme de la Chine, tout ça, c'est l'international prime. Et je suis pour ma part intimement convaincu, les primés sont là d'ailleurs, intimement convaincu que nous allons assister à la formation d'un très grand bloc asiatique. Troisième bloc, c'est l'Union européenne. Mais, et je le souligne avec beaucoup de force, si l'Union européenne veut se donner des atouts pour résister aux 2 autres grands blocs, elle doit nécessairement s'intéresser à son prolongement naturel, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Je n'ai pas besoin de souligner à cet égard que toutes les prévisions font ressortir que l'Afrique subsaharienne sera une région d'avenir indiscutable. L'Afrique subsaharienne aura en 2030, c'est demain, 3 milliards d'habitants, en dépit des pandémies. 3 milliards d'habitants, ça fait 2 fois et demi, plus que 2 fois la population de la Chine actuelle. Donc un très vaste marché. L'Afrique subsaharienne renferme des richesses du sol et du sous-sol plus que considérables, qui commencent à peine à être exploitées. Je crois que l'Europe a compris l'enjeu. Ils ont commencé par ce qu'on appelle l'Union pour la Méditerranée, qui, en fonction des vœux exprimés par Mme Merkel, s'est transformée en Union pour la Méditerranée. Mais je crois que ces 2 grands blocs, ces 3 grands blocs verront le jour. Je ne sais pas si ils seront là pour les mois, mais en tout cas, c'est pour moi une conviction profonde. Maintenant, également, changement sur le plan politique. Je crois que les prévisions qui sont faites, vous savez, aux États-Unis, le NICE, c'est-à-dire National Intelligence Council, un conseil national d'intelligence, qui se compose de 16 agences, qui établissent des rapports tous les 2 ans. Et le rapport de 2008 est sans appel. Il dit que le 21e siècle ne sera ni américain ni occidental. Donc on va là aussi assister à l'émergence d'un nouveau monde où les cadres seront très largement distribués et des changements très significatifs durant le jour. Mesdames et messieurs, je vous remercie
Et je suis tout à fait heureux de répondre à vos questions sur un sujet qui, j'avoue, est un petit peu délicat. Un sujet aussi sur lequel on a beaucoup dit, on a beaucoup parlé, on a beaucoup débattu. Et franchement, au départ, j'avais un petit peu des craintes concernant l'intervention de ce pays Braves, mais finalement, sincèrement, je pense que cette intervention est très claire, elle est très concise, et elle nous permettra certainement de démêler un peu mieux les rouages de cette extraordinaire machine qu'est la crise financière qui, comme vous l'avez dit, risque de se prolonger encore pour des années et des années. Alors donc, je vais tout de suite laisser la parole à l'assistance qui certainement va réagir à ce que vous venez de dire. Et donc, on va tout de suite donner la parole aux intervenants éventuels. Monsieur. Salam alaikum. Bonsoir, je m'appelle Youssouf Mohamed. Je suis à la faculté des sciences économiques et gestion de la faculté de droit de Ahmed Premier. Ma question est que vous venez de dire que ce sont les banques qui ont créé la bulle financière avant et qui a fait que la crise s'est répandue. Les banques. Les banques, ce sont eux qui ont créé les bulles financières. Parce que c'est à partir d'eux qu'on a expulsé les ménages en Amérique, 3 millions d'adversité. Est-ce que croyez-vous que dans l'avenir, on peut supprimer les banques privées pour les remplacer par des banques publiques? Non. Je n'ai jamais dit qu'il fallait remplacer, comme je n'ai pas dit, je ne le dirai jamais. Je n'ai jamais dit qu'il fallait remplacer les banques privées par jamais. Mais par contre, je suis pour ma part, je ne suis pas le seul, partisan de la mise en place d'un contrôle étroit à exercer les banques. Et il y a des lignes rouges qu'elles ne doivent pas dépasser, parce que lorsqu'elles dépassent ces lignes rouges, ça ne conduit qu'aux crises comme celle que nous avons actuellement. Dans le passé, lorsque les banques exerçaient leur activité traditionnelle, collecter des dépôts, donner des crédits, etc., je veux bien le croire. À partir du moment où on leur a donné une liberté illimitée, sans contrôle, sans aucun contrôle, c'est là où risque le danger. Je n'ai pas dit qu'il fallait remplacer les banques privées, mais il fallait maintenir des garde-fous pour qu'il y ait certaines. Je parlais tout à l'heure de la période des 30 glorieuses. Moi, je trouve que c'est magnifique comme période. Magnifique, avec un résultat jamais vu. Pourquoi? Parce que les banques ont fait, l'État a fait son travail et les banques ont fait le sien. Dès lors, je n'ai pas demandé qu'il fallait remplacer. سؤالي هو لتتم السؤال الذي سبقني. ربما هناك اتفاق بين الاقتصاديين ان اصل الاشكال انطلق من الابناك، وهذا ما اكدته في المداخله. والحل بطبيعه الحال سيكون على مستوى الابناك، ما هي حدود اشتغالها في اي مجالات وباي طريقه. سؤالي هل هناك امكانيه لمراقبة الأبناك؟ أليست الأبناك حاليا في موقع يخول لها بتحديد ماذا يجب أن يفعل وما لا يجب أن يفعل؟ وهنا أرجع فقط من قوسين إلى ما وقع في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية في 9 كمحاولة للرفع من النمو بضخ أموال ضخمة في الأبناك، وكيف تصرفت هذه الأبناك مع هذه؟ Je peux poser ma question? لا ما كاين مشكل. Bien, moi je pense sincèrement que dans mon livre, je préconise des solutions pour que le système bancaire
fonction traditionnelle, c'est-à-dire collecter les dépôts, donner des crédits aux entreprises et aux particuliers. Ça, il ne peut pas y avoir de casse, ou des casses très minimes. Deuxièmement, les banques d'investissement. Et j'ai dit que pour les banques d'investissement, il faut également un garde-fou qui peut prendre le risque, alors risque payé, comme on dit, mais dans le cas où il tombe dans le machin, le contribuable ne doit pas payer l'argent pour le sauver. Ce qui s'est passé dans cette crise-là. Et donc les crises et les banques d'investissement peuvent prendre des risques, mais j'ai proposé, est-ce qu'on limite le pourcentage de leurs engagements à spéculer, etc., à entre 15 et 20%. Le reste doit. Et je suis persuadé que, avec ça, les crises de cette importance ne peuvent pas se produire. Deuxièmement, vous avez parlé de tentative de reprise économique aux États-Unis par la mise en place de très grandes liquidités par la Banque fédérale de réserve. Pourquoi? Parce que Obama souhaitait, surtout en période électorale, et c'est tout à fait normal, que l'économie américaine reprenne ses richesses plus importantes. Or, on s'est rendu compte que les banques manquent de liquidité pour satisfaire les besoins exprimés par les entreprises et les ménages. Donc la Banque centrale a injecté des fonds très importants pour cette insuffisance de liquidité soit supprimée. Le jour où la Banque fédérale de réserve, si elle peut jouer son rôle, constatera qu'il y a une surchauffe, qu'il y a un début d'inflation, il faut qu'ils prennent des mesures pour limiter la destruction des crédits. C'est parce que moi chez les gens, c'est l'excel. جاوبت على الشق الثاني وهو واش هناك امكانيه يعني واش ماشي الاغلاق حاليا تشكل قوه بحيث انها هي اللي تحدد السياسه ماشي لا لا سي سي non, je partage cette chose. Les banques qui estiment une responsable de premier plan dans le déclenchement et la prévention de la crise, elles devaient être sanctionnées. On ne les a pas sanctionnées pourquoi? On a même engagé des milliards, des dizaines et des dizaines, des centaines et des milliers de milliards pour les sauver. Parce que si le système bancaire disparaît, c'est le pays qui disparaît. Mais je crois qu'on a pris conscience à l'échelle de la planète qu'il faut mettre en place des garde-fous pour que cette spéculation effrénée, telle qu'elle s'est pratiquée au cours des années, ne se reproduise plus. Oui, est-ce qu'il y a une autre... Oui, donc c'est là qu'on va donner. أنا بضميري بشكر الدكتور على هذا التقييم. J'ai une petite question, monsieur. Une toute petite. Oui, une petite question. Vous avez parlé de la crise de 1929. Parmi les solutions proposées,